Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey Christelle Barbeau. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes opportunités qu'il existe dans le milieu, surtout à Montréal, pour enseigner en dehors du milieu scolaire. En fait, je voulais appeler ma présentation Enseigner la musique au-delà du système scolaire parce que la plupart qui font le bac en enseignement de la musique vont éventuellement enseigner au primaire et ou au secondaire, mais auront probablement des expériences à faire en dehors, comme du parascolaire ou des activités, des sorties éducatives et des trucs comme ça qui font que ils vont devenir quand même impliqués beaucoup dans la communauté qui entoure l'école. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, à la fin de la présentation, il va y avoir un moment où je vous amène à réfléchir comment on en arrive à enseigner dans le milieu communautaire. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler comment moi, je suis arrivée à enseigner dans le milieu communautaire et ensuite vous parler des différentes initiatives qui existent en fonction de certaines clientèles pour s'impliquer donc dans le milieu et qu'est-ce qui nous permet d'aller un peu plus de l'avant avec des initiatives musicales qui touchent un peu tous les groupes d'âge en fait. Et ensuite, je vous propose quelques pistes, stratégies, conseils si vous avez en tête de démarrer votre propre projet communautaire. Donc, comment penser à tout ça, comment monter le projet et les différentes difficultés qui peuvent peut-être se pointer au bout du chemin. Donc, à quoi faire attention. Mais tout d'abord, donc mon parcours, mes découvertes. Moi, j'ai commencé quand je suis arrivée au cégep et à l'université. Mon but, c'était de devenir une grande interprète. En fait, j'étais auteur-compositeur-interprète. J'avais vraiment le but de percer dans le métier. Et au fil des années où je continuais ma formation, j'ai réalisé une chose. En participant à des concours, en participant à des événements, je me suis rendu compte que je préférais vraiment plus supporter les autres personnes autour de moi qui étaient par exemple dans le concours que d'être à l'avant-plan moi-même. J'avais vraiment beaucoup plus de plaisir à encadrer les autres, leur dire « vas-y, t'es capable » et d'avoir ce rôle-là d'entraide que moi-même d'être la tête d'affiche. Alors, ça a été un petit peu pas une découverte pour moi, mais ça a été quand même un peu un cheminement différent qui m'a amené vers l'enseignement. Juste de réaliser que moi-même, je n'avais pas peut-être la personnalité pour être une interprète, tout simplement. Alors, en réalisant que mon but était plus de supporter plutôt que de performer, j'ai fait un premier test. Donc, à ce moment-là, j'étais à l'Université de Montréal en musique et j'ai vu une annonce comme quoi on cherchait un directeur de chorale. Ayant fait une technique en arrangement jazz-composition, j'étais prête à arranger même pour le chœur en fonction de leur niveau et tout ça. Donc, j'ai appliqué et j'ai été engagée. Le chœur, en tant que tel, était dans une école primaire qui avait perdu ses cours de musique. Donc, les parents s'étaient regroupés et avaient décidé d'offrir ce cours-là en parascolaire, une chorale, où les enfants, leurs parents et même les enseignants s'impliquaient. On a même eu une grand-maman venir chanter dans la chorale. Alors, ça a été ma première expérience d'enseignement que j'ai adorée. J'ai tellement aimé ça que je suis restée avec cette chorale-là jusqu'à ce que je finisse mon bac et je retourne dans ma région natale. Je reviendrai dans quelques instants. Mais cette chorale-là, de l'école Saint-Gérard, avait une mission un peu plus poussée que simplement apprendre des pièces pour apprendre des pièces. C'est-à-dire qu'à la fin des sessions, on faisait des concerts, mais pas nécessairement n'importe où. Les parents avaient décidé qu'on allait aller chanter dans des hôpitaux, dans des CHSLD. Donc, on avait ces expériences-là dans des centres de personnes âgées où on a fait des premières performances, parents, enfants, enseignants, et ça a été vraiment très émouvant. Les enfants qui étaient dans notre chorale, qui recevaient des biscuits de personnes âgées qui avaient préparé ça pour les accueillir. Et bref, à chacune de ces expériences-là, mon désir pour l'enseignement augmentait, mon plaisir d'enseigner, mais également le fait que la musique pouvait vraiment aider les gens qui étaient avancés en âge et même malades.
Donc, ça, c'était vraiment la première expérience que j'ai eue, une chorale intergénérationnelle qui allait chanter pour des personnes malades. J'avance un petit peu dans le temps, je finis mon baccalauréat. Entre-temps, j'étais passée de musique à enseignement, donc j'ai fait mon bac en enseignement ici. Je termine mon bac, je décide de retourner dans ma région natale, qui est un petit village près de Rimouski, dans le bas du fleuve. Alors, j'arrive là-bas avec mon bac en enseignement et je me fais demander pour, encore là, diriger une chorale, parce que je n'avais pas un poste à temps plein, justement, en commençant. Je n'avais pas un poste à temps plein au secondaire en harmonie. Alors, j'enseignais en privé, et 5 soirs semaine. Et on m'avait demandé donc de diriger une chorale, la chorale du Cégep de Rimouski. Le but était en fait que je fasse un arrangement, un medley de Gilles Vigneault pour commémorer le 5e anniversaire de leur bibliothèque. Donc c'était très circonstanciel, c'était une chorale juste pour cet événement-là. Et finalement la chorale a tellement été un gros succès, les gens ont tellement aimé participer dans cette activité-là, qu'éventuellement, ils ont voulu continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, après le concert de commémoration de la bibliothèque, on a continué nos activités. Et là, je leur ai proposé un peu ce que je faisais avec la chorale Saint-Gérard. Qu'en dites-vous si on allait dans des centres de personnes âgées pour avoir un impact un peu plus dans notre communauté, amener la musique à des gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller à des concerts? Ils ont tous été emballés. Donc, on s'est mis à faire des concerts dans ce genre-là. Donc là, j'avais un peu la même vocation, un chœur qui chantait pour les gens malades. Toutefois, à un moment donné, j'ai un de mes choristes qui est venu me voir en fin de répétition. Ça avait bien été, il vient me voir, il a les larmes aux yeux, je comprends pas trop. Et là, il me dit, Audrey, il dit, je m'excuse d'avoir raté plusieurs répétitions. C'est juste que j'ai fait une crise cardiaque, j'ai eu un quadruple pondage, puis il y a des moments où j'avais juste pas l'énergie de venir, mais si la chorale n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais survécu. Ça, là, premier choc. Premier choc de l'impact que l'enseignement peut avoir sur les personnes. Donc là, ça a été au-delà d'une chorale de gens bien en santé, bien bons, qui performent, mais ça a été même à l'intérieur. Les gens qui chantaient dans le groupe, il y a eu un impact positif pour eux. Donc là, je me suis mis à être un peu intéressée par qu'est-ce qui se passait pour que chanter fasse autant de bien. Ce qui m'a amené donc à la recherche. Entre-temps, bon, j'avais décidé de revenir à McGill, de faire une maîtrise en éducation musicale parce que je voulais plus d'outils, je voulais continuer à enseigner, mais à un plus haut niveau. Et à ce moment-là, je suis arrivée à un séminaire sur l'éducation musicale qui m'a demandé de faire un résumé d'un livre. Et voici le livre qui a tout changé. Alternative Approaches in Music Education. Donc, des approches alternatives à l'enseignement de la musique. À l'intérieur de ce merveilleux livre, j'y ai trouvé un chapitre sur l'enseignement aux personnes âgées. Et comment on pouvait faire de la musique, pas seulement de la chorale, même de l'harmonie, mais avec des personnes qui n'ont jamais joué avant. Des personnes de 60, 70 ans, 80 ans, qui reprennent la musique après plusieurs années d'arrêt. C'était possible. Alors là, je me suis dit, oh mon Dieu, en tant qu'enseignant, non seulement on peut se dédier au primaire secondaire, mais on peut aussi enseigner la musique, pas juste diriger un orchestre parfaitement et super bon. Là. On peut enseigner la musique comme avec des jeunes, mais avec des personnes plus âgées dans le milieu communautaire. Donc à ce moment-là, ça m'a amené à faire une refonte, je dirais, de mon parcours de recherche qui, à ce moment-là, était surtout dédié à l'anxiété de performance en musique. J'étudiais les musiciens et l'impact du stress, en fait, la musique et le stress. C'était mon focus. Alors là, j'ai ajouté une autre composante. Je me suis dit, la musique peut nous stresser en tant que musicien, performeur, mais aussi, il y a cet aspect-là que la musique nous fait tellement de bien, parce que si elle faisait juste nous stresser, la musique, on n'en ferait pas. N'est-ce pas? Fait qu'il y a une partie de nous qui est vraiment, qui se sent très accomplie quand on joue. Alors, c'est quoi la balance entre les deux? Mon projet de doctorat, ça a été ça. Est-ce que la musique, c'est calmant ou stressant? Et quel est l'amalgame qu'on fait entre ces deux-là? Quelle est la proportion du stress qu'on a, par exemple, en performance versus tout le reste et tous les bienfaits qui en découlent en dehors de ces petits moments-là de stress? Donc, je me suis mis à regarder les différentes initiatives. J'en ai créé une moi-même, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous donner un petit survol de ce qu'il y a à Montréal en fonction des différentes clientèles. Donc, dans le milieu, dans la communauté, ce qu'on retrouve, c'est à peu près 3 types
d'initiatives communautaires. Les premières sont franchement les plus populaires. C'est là où on retrouve le plus d'initiatives, c'est pour les enfants de milieux défavorisés. Et j'inclurais aussi de minorités culturelles également. Le deuxième, pour l'inclusion sociale et la diversité culturelle, on retrouve des initiatives qui s'adressent plus à des musiciens professionnels qui viennent de différents pays et qui aimeraient des opportunités d'échange. Je vais vous en parler un peu plus à fond tout à l'heure. Et la dernière, c'est un peu comme mon expérience, les initiatives qui existent pour les personnes plus âgées et les personnes malades. Donc, commençons avec les initiatives pour les enfants. J'en ai sorti 4 pour vous. Il en existe sûrement une tonne d'autres, et donc je devais me restreindre un petit peu. Mais j'en ai sorti 4 qui étaient assez différentes, similaires, mais quand même avec leur petite mission assez unique. Ici, je vous parle du garage à musique. C'est probablement une des initiatives les plus populaires. C'est issu de la fondation du Dr Julien, qui va beaucoup plus loin que donner simplement accès à des cours de musique gratuitement. Donc ici, le Dr Julien et son épouse, maître Hélène Trudel, qui elle-même a fondé le garage à musique, ont créé cette initiative-là qu'on appelle la pédagogie, pas la pédagogie, excusez-moi, la pédiatrie communautaire. Donc la pédiatrie sociale, qui accompagne donc gratuitement les enfants à risque dans non seulement l'accès à la musique, mais la pédiatrie sociale en communauté, donc suivi médical, suivi de l'environnement familial et tout, et l'accompagnement scolaire pour les enfants ayant des difficultés. Donc, c'est une initiative vraiment bien organisée. J'ai une vidéo que je n'aurai pas nécessairement le temps de vous montrer aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je peux vous en montrer un extrait à la fin qui explique vraiment bien leur démarche. La Fondation du Dr Julien est toujours en financement, toujours en recherche de bénévoles qui veulent s'impliquer autant comme tuteurs pour l'aspect scolaire que sur l'aspect de la musique, donc ça revient fréquemment. C'est une belle initiative, mais qui est circonscrite à Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est principalement pour les enfants de ce quartier-là. Une autre initiative qui, elle, est basée à l'école FACE s'appelle Encore Sistema. Ça vient du mouvement El Sistema qui a vu le jour au Venezuela. Au Venezuela, les enfants ont beaucoup de problèmes. Vous connaissez bon, la pauvreté au Venezuela, ce n'est pas nouveau. Les enfants vont à l'école le matin et souvent, l'après-midi, ils étaient laissés à eux-mêmes. Donc, très dangereux pour le décrochage, pour les jeunes de tomber dans la prostitution, de devenir impliqués dans le crime organisé. Donc, il y avait tous ces risques-là, ces facteurs de risque qui entouraient les enfants au quotidien. Alors, le El Sistema est un mouvement qui est arrivé pour offrir des cours de musique à ces enfants-là directement après la sortie de l'école. Donc, c'est un mouvement qui offre de la musique, mais de façon quand même intensive, c'est à tous les jours. Et on parle du développement social des enfants au travers l'éducation musicale, par un apprentissage de groupe et un apprentissage par les pairs. Ce que ça veut dire, c'est que le jeune va arriver à 5-6 ans, va apprendre le violon ou un instrument d'orchestre, et à un moment donné, il va avoir appris, il va avoir atteint un certain niveau, lui va se mettre à enseigner aux plus jeunes. Et c'est comme ça que la roue tourne, et il y a toujours quelqu'un pour enseigner un autre, sans nécessairement avoir des profs qui restent 30 ans, mais il y a un roulement comme ça qui se fait. Et la future génération se crée au fur et à mesure. Donc ici, c'est l'accessibilité du programme en lien avec la communauté. À Montréal, on s'entend, c'est pas tellement pour le crime organisé. On offre différentes activités avec Encore Sistema, comme un apprentissage multilingue, le violon, mais aussi un aspect très culturel, parce que c'est une de mes collègues qui s'appelle Gabrielle Smith, qui est là et s'implique dans la communauté de Kahnawake et Oka, donc avec des chants traditionnels Mohawk, et elle est impliquée dans cette école-là. Donc ça, c'est un aspect vraiment unique du programme. Et bien sûr, il y a des sorties éducatives, des occasions de se produire en concert et des collaborations générales et intergénérationnelles et nationales, parce que c'est un mouvement vraiment mondial. Ça a insufflé un souffle, ça a donné vie à des initiatives incroyables partout, au Canada, vraiment partout, aux États-Unis aussi. Alors, le fondateur, ici, ce qu'on parle en fait avant ça, c'est le concept de responsabilité sociale. C'est que les enfants, par la musique, peuvent travailler et arriver à résoudre des enjeux tels l'intimidation, la violence, et permettre vraiment aux enfants d'atteindre leur plein potentiel. C'est aussi simple que ça, mais
c'est tellement grand en même temps. Le fondateur indiquait, j'ai mis ici une petite citation, ceci: la musique doit être reconnue comme un agent du développement social, car elle transmet les plus hautes valeurs, soit la solidarité, l'harmonie et la compassion mutuelle. Elle a la capacité d'unir une communauté entière et d'exprimer des sentiments sublimes. C'est très joli. Donc, le mouvement Systema est aussi actif maintenant à Montréal. Une autre initiative qui est pour les pianistes, cette fois-ci, qui s'appelle Piano au cœur de la ville ou Piano au cœur de la cité, dépendamment comment on le traduit. Donc, c'est un organisme qui est pan-canadien et le but, c'est d'offrir à des jeunes enfants, donc de 7 à 12 ans, des cours de piano gratuitement. Donc, vous imaginerez que ce n'est pas nécessairement des musiciens professionnels qui s'impliquent là-dedans. Ce sont plutôt des étudiants, c'est très affilié avec, c'est très près de McGill, sans être officiellement affilié. Mais ce sont des étudiants en sciences, par exemple, qui ont pris des cours de piano pendant des dizaines d'années et qui veulent redonner à la communauté. Des étudiants en médecine qui souvent doivent faire du bénévolat, donc ils vont s'impliquer dans des initiatives musicales comme ça. Donc, ce programme-là travaille surtout avec des musiciens qui ont quand même une bonne expérience, mais qui ne sont pas nécessairement inscrits dans des programmes de musique. Ils sont basés à Verdun, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, donc différentes écoles, et sans nécessairement être une activité parascolaire, ils font leurs activités à même l'école, comme ça permet aux enfants qui ont le service de garde d'aller prendre leurs cours sans avoir à quitter ou à aller ailleurs. Je vous montre un petit vidéo. Je suis coordonnatrice des bénévoles à l'école Champlain pour le Cœur de la Cité Piano à Montréal. Le Cœur de la Cité fête leurs 10 ans cette année et on offre des cours de piano à des écoles qui n'ont pas forcément les fonds de faire un programme de musique privé pour chaque élève. Et donc on offre des cours privés gratuits en fait avec des bénévoles de McGill parce qu'on pense que c'est important que chaque enfant ait un accès à la musique. Ouais. J'aime pas beaucoup la musique, mais il y a rien que le piano que j'aime beaucoup. Sinon, la musique, ça m'intéresse pas vraiment. J'aime ça faire ça parce que c'est comme tranquille et puis un peu relaxé qu'on fait ça. Mes parents m'ont appris que le piano, ça coûte très cher. Très cher. Très d'accord. Des cours, puis c'est comme ça. Je me suis essayé, puis donc, j'aime ça. J'ai très hâte de montrer à tout le monde. Alors, c'était un petit exemple de piano au cœur de la cité. Dernière initiative, c'est le projet pilote de Kent Nagano. Vous en avez tous entendu parler. Il y a eu une couverture médiatique incroyable sur ce projet-là. Donc là, on parle d'un projet qui s'adresse aux enfants d'âge préscolaire dans un programme intensif de musique. Donc, ces enfants-là vont apprendre le chant, le violon, ils vont pratiquer à tous les jours avec un suivi et avec des échanges avec les musiciens professionnels de l'OSM. On parle évidemment d'un projet pilote, donc la pérennité de cette initiative-là reste à voir, mais il y a quand même, comme je le mentionnais, une belle couverture médiatique qui sensibilise les gens au fait que la musique peut avoir un impact significatif sur le développement cognitif des jeunes enfants. Alors ici, le fait d'avoir Kent Nagano comme porte-parole est quand même intéressant parce qu'il mentionne ici, c'est pas le fait d'avoir commencé tôt qui a fait de moi un chef d'orchestre, mais ça m'a ouvert l'horizon, ça m'a permis d'atteindre mon plein potentiel, un peu comme le Systema tout à l'heure. Donc ici, ça reste quand même intéressant. Le projet est en développement, si on va sur les sites web, donc on voit qu'il y a quand même des initiatives en place. Mais la musique aux enfants, donc, reste une initiative quand même avec une belle unicité, je dirais, dans le sens où il est le seul, là, présentement, dans ce groupe, à vraiment mettre l'emphase sur les jeunes d'âge préscolaire. Alors, on verra. Puis, c'est associé à un projet de recherche, donc on verra aussi les résultats de recherche qui vont en découler. Donc, l'élément additionnel ici par rapport à l'OSM que j'aime beaucoup personnellement, c'est le fait d'offrir de nouvelles perspectives d'emploi aux diplômés des écoles de musique. Parce que ça, c'est très rare que les gens ont ça en tête quand ils démarrent des initiatives communautaires. Mais c'est vraiment, vraiment important.
Puis de plus en plus, justement, les gens sont amenés à réfléchir à différentes façons de créer leurs propres emplois. Et ça peut être une façon d'acquérir de l'expérience, puis ensuite être capable de former nos propres projets, nos propres initiatives. Pour encourager maintenant l'inclusion sociale et la diversité culturelle, mais plus dans une perspective du travail avec des adultes, il existe un organisme qui s'appelle Diversité artistique Montréal. À l'intérieur de ce programme-là, le but, c'est de promouvoir la diversité culturelle et, comme je mentionnais tout à l'heure, donc la reconnaissance et l'inclusion, les échanges entre musiciens de niveau professionnel. Sur le site web, ils offrent un programme, donc diversité, qui s'appelle Mentorat artistique professionnel. Je vais vous montrer juste une petite vidéo qui est promotionnelle. Il n'y a aucun discours. Mais ça vous donne une bonne idée du genre d'échange qu'on espère faire avec ce programme-là. On s'en va sur le site de Diversité Montréal, on s'inscrit soit comme mentor, soit comme mentoré, et il s'effectue un pairage où ensuite les échanges sont possibles. Le but, c'est vraiment de transmettre la transmission croisée des savoirs, des échanges interculturels et intergénérationnels, faciliter l'insertion professionnelle aussi des artistes qui arrivent ici au Québec, qui avaient une pratique qui fonctionnait bien dans leur pays, qui aimeraient ça remettre ça en place. Offrir aussi une opportunité aux mentors de s'engager, d'ouvrir ses esprits puis d'avoir des contacts avec quelque chose de différent, une autre culture. Donc, c'est un programme quand même intéressant pour les gens qui sont en musique, qui se destinent à être interprètes ou musiciens ou compositeurs. Ça reste à avoir en tête si un jour vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, de faire un pairage comme ça dans le cadre d'un mentorat artistique professionnel. Il existe d'autres initiatives pour favoriser l'inclusion sociale, mais principalement, ce que j'aimerais, c'est vous parler de la chaire de recherche en art, culture et mieux-être, parce que c'est une chaire d'ici à l'UQAM qui permet d'étudier le rapport entre l'art et des problématiques comme la toxicomanie, l'itinérance, la santé mentale. Donc, ce sont plein d'initiatives. Il pourrait y en avoir beaucoup plus en musique. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, des fois, moi, je trouve que c'est la façon de faire. En s'associant avec un projet de recherche, ce qu'on arrive à faire, c'est avoir une certaine portion de financement, de structure, qui aide ensuite à avoir un impact dans la communauté. J'y reviendrai. Mais donc, la charte de recherche est très intéressante parce que vraiment, le but, c'est de contribuer au rétablissement et à l'inclusion sociale des personnes qui sont marginalisées, toutes personnes marginalisées confondues. Autre chose intéressante, c'est que cette charte de recherche-là, par distinction, offre un cours à l'UQAM qui s'appelle « Accompagnement par l'art et éducation artistique dans la communauté ». Et ce cours-là est ouvert aux musiciens et fonctionne particulièrement bien pour les gens en musique. Donc, c'est un très beau cours, puis le trimestre est ouvert, donc vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse la session prochaine, à l'automne. Maintenant, le dernier bloc, les aînés et les personnes malades. J'ai répertorié pour vous 3 différentes initiatives. Donc, je vais vous les présenter un peu plus en détail maintenant.
maintenant. La première s'appelle la Société pour les arts en milieu de santé. La deuxième, Jeunes de cœur. La troisième, c'est l'initiative que moi j'ai fondée, l'Harmonie Nouveaux Horizons de Montréal. La Société pour les arts en milieu de la santé est particulièrement intéressante encore pour les musiciens praticiens ou les musiciens éducateurs qui jouent de la musique de façon professionnelle, parce que c'est un organisme qui engage des musiciens professionnels avec une rémunération et ils offrent dans le fond l'opportunité de faire une tournée, mais en CHSLD et en différents centres hospitaliers. Donc, en 9 ans d'opération, ils ont quand même produit 4000 concerts, ce qui est énorme, avec à peu près 150 musiciens professionnels impliqués. Donc ça, c'est une façon d'utiliser votre art pour faire du bien. Un peu comme les premières expériences que moi j'avais eues avec un groupe qui transmet la musique aux personnes malades et en fin de vie. Donc ici, on parle de 160 établissements. Ça peut faire un très gros réseau pour les tournées. C'est une des premières initiatives assez simple aussi pour s'impliquer dans la communauté, parce qu'il faut simplement, dans le fond, prendre contact et les éléments habituels, envoyer son démo et tout ça. Mais c'est quand même une très belle organisation. La deuxième organisation s'appelle Jeunes de cœur. C'est une chorale qui a été fondée en 2011 et qui est dirigée par la chef Marilyn Cousineau. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est très intéressant. Ces gens-là sont âgés de 70 à 85 ans et ils chantent pas nécessairement des petites tunes de leur âge, mais vraiment du rock, des pièces de Québécois qui ont été arrangées et s'impliquent de façon vraiment flyée. C'est spécial ce qu'ils font. Et ça vient d'un documentaire qui s'appelle Young at Heart. Donc, le fondateur a vu ce documentaire-là et il a dit « Je veux ça pour nous, Québécois ». Young at Heart, c'est très, très intéressant. Donc, c'est un groupe de chanteurs qui sont tous âgés, avec des musiciens. Ils font du rock avec des danses et tout ça. C'est vraiment comme c'est un show professionnel. Et ils vont jouer dans des salles de spectacle, dans des prisons. Ce documentaire-là est magnifique. Il va vous faire pleurer si vous l'écoutez. C'est vraiment très, très beau et inspirant. Mais là, je vous ai choisi une petite capsule qui vous montre aussi qu'enseigner aux personnes plus âgées n'est pas nécessairement de tout repos toujours. Ils sont super, ils ont beaucoup de temps, beaucoup de motivation, mais il y a certains moments où le message est un peu plus difficile à passer. Alors, bonne écoute. Bob kicks off with an incongruous pairing for I Feel Good. Stan Goldman, the 76-year-old suffering from an extremely painful spinal condition, and Dora Morrow, an 83-year-old great-great-grandmother. You do the wow, and I feel good for a second, okay? Wow! I feel good. Then I'm going to want you to do like I knew I would. Okay? And I'm going to just... Oh, yeah. Like I knew I would. Okay, you got to get the rhythm now. Here goes. It's wow! I feel good. Like I knew that I would. And yours is just like I knew that I would. Eat it up like I knew that I would. Like I knew that I would. You know what? But you know what? Stan, let's just get the music and forget the bass for a second. Like I knew that I would. 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 Okay, so Dora, ow! I feel good. Like I knew that No. Such a pain in my backside. OK. Donc, vous voyez, genre, des fois, ils comprennent pas, mais c'est en même temps typique du plaisir qu'on retrouve à enseigner dans ce genre de contexte-là. Parce que, oui, des fois, c'est un peu ardu, mais en même temps, ces gens-là veulent tellement s'impliquer, veulent tellement le faire. Alors, après avoir vu moi-même le documentaire Young at Heart, et ça a été un peu un complément à mon fameux livre qui a tout changé, des méthodes alternatives, j'ai utilisé ce documentaire-là pour faire une présentation orale durant mes recherches de doctorat. Et c'était justement tellement drôle que je me suis dit, j'aimerais ça faire ça aussi, mais sans nécessairement que ce soit la voix, parce que dans les années antérieures, j'avais travaillé beaucoup à McGill comme
Teaching Assistant, donc c'est auxiliaire d'enseignement dans les cours de direction d'harmonie. Alors, ça faisait 2 ans et demi que je supervisais des étudiants qui pratiquaient la direction et tout ça. Puis, à chaque session, j'avais tellement envie, j'avais toujours de plus en plus envie de diriger moi-même puis de revoir un ensemble. Et à McGill, le timing, je dirais, faisait que à chaque année, leur harmonie laboratoire, qui s'appelle le Lab Band, était de moins en moins plein comme cours. Alors, on s'est dit, si on forme une harmonie de gens dans la communauté qui ne cherchent pas nécessairement à faire des pièces très ardues, donc à peu près le même niveau que nos étudiants d'enseignement de la musique pouvaient faire sur un instrument second, on pourrait avoir une harmonie pleine qui fasse des concerts. Donc, il y a eu cet élément-là, l'élément qu'on avait besoin de combler un besoin à McGill pour avoir une harmonie, mais pas nécessairement de très haut calibre, ce n'était pas nécessaire. Le deuxième élément, ce qu'on voulait, c'est moi, à l'intérieur de ma recherche, j'espérais être capable d'étudier comment se passe le processus d'apprentissage pour des personnes de 60 ans et plus, mais qui commencent. Qu'est-ce qui se passe dans les premières semaines? Et finalement, j'avais toujours l'intention, en étant en éducation musicale au doctorat, de donner des chances, des opportunités d'enseignement supérieur à nos étudiants du bac, parce que c'est toujours ça le problème. On n'a pas assez d'expérience d'enseignement avant d'arriver dans le système scolaire. Alors, ces 3 éléments-là ont fait que j'ai mis sur place l'harmonie Nouveaux Horizons. Je vais vous montrer la petite vidéo, pas tellement pour moi, mais pour mon collègue David qui travaille avec moi. Je vous en reparlerai un petit peu plus après. J'ai créé l'harmonie principalement parce qu'au départ, je voulais faire un projet de recherche pour mon doctorat et je voulais que ce soit quelque chose qui aille plus loin que juste un projet de recherche. Je voulais avoir un impact dans la communauté. Je voulais trouver une façon de rendre la musique accessible à tous et ça m'a amené à créer l'harmonie Nouveaux Horizons, qui est une branche, dans le fond, francophone de les New Horizons Program aux États-Unis et qui sont maintenant populaires partout dans le monde. Donc, on est la première harmonie qui est bilingue et intergénérationnelle, Nouveaux Horizons au Québec. Et le but, c'est ça, c'est d'offrir de l'enseignement de la musique à tous ceux qui ont envie d'apprendre, peu importe l'âge, peu importe le niveau d'expertise. On veut juste leur offrir un bon temps, offrir un enseignement qui suit le rythme d'apprentissage de tous et avancer là-dedans pour devenir les meilleurs musiciens possibles. Et la philosophie de l'harmonie, c'est faire de son mieux, c'est suffisant. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on adore faire, toute l'équipe de profs et moi-même, depuis le début, depuis janvier 2014. Moi, c'est David Perret-Rochelle, je suis chef principal ici à l'harmonie. Donc, nos activités ici, chaque semaine, on a une répétition avec un ensemble débutant et un ensemble intermédiaire. On fait plein de musiques variées avec des gens de tous âges. C'est vraiment plaisant. Mais de plus, on implique aussi plein d'étudiants en éducation musicale et on a bien du plaisir. Personnellement, pour moi, ça a été une super opportunité de développer mes habiletés professionnelles, certainement, que ce soit dans la direction d'orchestre, dans l'enseignement des techniques instrumentales et plein d'autres, en fait. Mais aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue social, puis d'un point de vue affectif, c'est vraiment un projet qui rejoint les gens. Puis vraiment, on a un impact tangible là, avec mes membres. Donc, c'est vraiment un projet stimulant. Donc, David, je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que David, c'était un étudiant du bac à qui j'ai enseigné en tant qu'auxiliaire d'enseignement dans le cours de direction au départ. Et quand j'ai été prête à monter l'harmonie, j'ai été voir les professeurs en éducation musicale à McGill, puis je leur ai demandé, avez-vous quelqu'un à me suggérer pour m'aider dans la coordination des bénévoles et tout ça? Et David a été le premier nom qui est sorti. Et ça a été tellement un bon choix. Je savais que c'était une bonne personne, un gars très travaillant et super dynamique, comme vous avez pu voir. Et en fait, il est encore avec nous. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé durant son bac. Maintenant, il a un poste permanent dans un collège privé. Et c'est par un référencement d'un de nos membres qu'il a réussi à avoir son poste. Alors,
les contacts, le monde est petit parfois, mais les contacts sont assez incroyables. Et depuis ce temps-là, donc lui, il est vraiment avec moi depuis le tout début. Depuis ce temps-là, donc, il a toujours monté. Au début, c'était un coordonnateur de bénévoles. Il est devenu chef assistant, puis chef associé, puis maintenant, c'est chef principal parce que moi, j'ai pas nécessairement le temps d'aller diriger à chaque semaine. Alors maintenant, on a une belle équipe. On a 2 autres profs avec lui, puis on a 3 harmonies. L'initiation, qui, eux, c'est toujours accueillir les gens qui n'ont jamais joué avant. Donc, à chaque session, on accueille des nouveaux débutants. On a l'harmonie débutante qu'on appelle maintenant Adagio et l'harmonie plus avancée qui s'appelle Allegro. Alors, on avance comme ça avec les activités, mais je voulais vous montrer quelques photos simplement pour vous dire un peu comment ça se passe dans nos activités. Parce que, tout d'abord, au départ, c'était vraiment le projet de recherche qui était le focus de cette harmonie-là, la raison de vivre, parce que ce que je voulais, c'était suivre des personnes, comme je mentionnais, de 60 ans et plus, pendant 15 semaines, et voir qu'est-ce qui se passe sur le plan de leur santé physique, donc par la tension artérielle, par la fonction respiratoire. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de leur santé mentale, l'anxiété, la dépression? Qu'est-ce qui se passe de façon générale sur la qualité de vie? Donc, j'ai suivi ces personnes-là, puis ensuite, donc, on a fait notre concert de fin d'année avec des professeurs. Ma superviseure est là, Isabelle, et Alain Casse, qui est le professeur du cours d'Instrumental Conducting. Et on voit le beau sourire bénévole. Donc, durant les répétitions, le concert. Après ça, à chaque année, on s'est mis à faire des répétitions combinées avec les gens du laboratoire d'harmonie de McGill, suivies d'un concert à la merveilleuse salle Pollack. Alors, des gens qui ne jouent pas d'un niveau professionnel, avoir la chance de jouer dans une salle comme ça, c'est vraiment super pour eux. Ensuite, donc, c'est ça, des images en répétition, mais également dans d'autres activités où on s'implique. On a fait le Festival des harmonies de Sherbrooke, mais on fait souvent des échanges. On s'en va voir d'autres groupes Nouveaux Horizons qui sont ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Par exemple, on va souvent à Ottawa au printemps faire un échange avec eux. On s'en va à Potsdam, à New York pour faire un échange avec les gens. Puis c'est comme un réseau de 3, en fait, on est 5 harmonies. Alors là, ça donne la chance à nos étudiants aussi de diriger une harmonie de 80 à 100 musiciens. Donc, c'est vraiment super pour eux. On est aussi invité régulièrement à des événements comme le Café Alzheimer, où moi, je vais présenter, par exemple, où la recherche en est sur la musique et la maladie. Et on nous invite souvent, j'invite des musiciens à venir jouer avec moi. Ça rend le truc beaucoup plus dynamique. Alors, c'est un peu toutes les initiatives qui sont attachés à l'harmonie Nouveaux Horizons et qui fait qu'on croît, on grossit à chaque année et on essaie toujours d'aller chercher plus d'étudiants. Mais donc, comment en arrive-t-on à enseigner en dehors du milieu scolaire? La première chose, c'est que, comme je l'ai mentionné dans la vidéo, on veut s'impliquer, on veut avoir un impact quelconque dans notre communauté. On espère avoir de nouveaux défis. Par exemple, souvent, là, les harmonies Nouveaux Horizons vont aller chercher des enseignants de musique qui sont près de la retraite parce que, bon, ils ont fait le tour de leur profession, ils sont à veille de passer à autre chose et ils vont les chercher pour diriger leurs harmonies. Donc, on veut mettre à profit ces idées. On a des bonnes idées, on souhaite développer des projets, on voudrait être son propre boss, plein de bonnes raisons pour créer ses propres projets. Mais quand on part un projet, c'est gros. Alors, j'aimerais prendre les prochaines minutes pour vous parler des éléments à considérer quand on fait un projet comme ça. Tout d'abord, ça prend une idée de départ. Quand on parle d'une idée de départ, on veut un concept qui est original, qui est unique ou qui est novateur. Surtout dans un environnement comme Montréal où, vous venez de voir, il y a quand même déjà beaucoup d'initiatives. Ça prend quelque chose qui distingue. Mais si on est dans un milieu très rural, par exemple, qui n'a pas d'école de musique, la simple création d'une école de musique va être unique. Alors, ça dépend vraiment des besoins et ce qui se passe. L'idée de départ doit quand même être associée aux besoins du marché. Donc, notre clientèle à qui on veut s'adresser. Dans les besoins du marché, dans le fond, ce qu'on souhaite répondre, c'est les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux offrir et à qui en particulier? Et pourquoi je veux l'offrir? Ça va gérer notre mission. Et comment je vais m'y prendre? Donc, qui, quoi, à qui, pourquoi, comment. Le comment va se faire dans l'élaboration du projet. Donc, je décide, par exemple, je prends mon exemple, je voulais m'adresser aux personnes plus âgées. Je voulais leur offrir une harmonie et non une chorale parce que je savais déjà que ça existait à l'avance. Pourquoi
pour favoriser leur bien-être, leur épanouissement personnel, pour briser l'isolement, briser les barrières entre les générations. Et je voulais impliquer les étudiants aussi. Donc, le comment maintenant. Les étapes pour démarrer le projet. Il faut établir toute la liste des choses à faire à l'avance. Et ça veut dire, bon, je souhaite partir une harmonie. Qu'est-ce que ça me prend? Premièrement, ça me prend un emplacement. Ça, c'est la première chose. C'est souvent l'emplacement le problème. Et donc, déterminer la logistique et toutes les étapes à remplir. Et ensuite, établir un échéancier. J'ai combien de temps et quelle est la date à laquelle je commence le projet officiellement. Et là, je vais parler des autres étapes logistiques, mais trouver juste un emplacement, trouver des gens avec qui travailler. Ensuite, sécuriser ces emplacements-là. Est-ce qu'on doit les louer? Est-ce qu'on les a gratuitement? Est-ce qu'il faut faire signer des ententes? Il y a beaucoup d'éléments à considérer. Donc, les ressources requises, c'est un gros point. Oups. Donc, on parle de ressources humaines. On n'est pas bon dans tout. Moi, j'adore les statistiques. Les gens qui me connaissent vont rire de moi, mais j'adore les statistiques, mais je déteste la finance. Je déteste la finance. Alors, pour moi, là, la trésorerie et tout ça, là, puis gérer des fonds, puis ramasser des chèques et des trucs comme ça me puait au nez. Je n'étais pas capable. Alors, j'ai été chercher des gens pour ça. J'ai eu la chance de m'entourer de personnes. Donc, au départ, l'harmonie, je l'ai tenue à bout de bras pour la première session. Parce que j'ai offert tout l'enseignement gratuitement, puisque j'avais déjà un fonds de recherche pour ça. Tous mes étudiants ont été bénévoles. McGill nous offrait le local gratuitement, juste le temps que je collecte mes données. Et donc, c'est ça. J'ai réussi à le faire. Et comme il n'y avait pas vraiment de transaction d'argent, puisque moi, je n'avais pas à être payée, j'ai pas eu à gérer autre chose que d'avoir des fonds minimales pour acheter la méthode et pour acheter des trucs. Avec le fait que j'ai été associée à New Horizons, j'ai reçu une bourse de leur part de démarrage. Ça nous a permis d'acheter quelques instruments de percussion et aussi quelques partitions. Alors, ça a été la façon dont je me suis organisée. Donc, les ressources humaines, parfois, ça va inclure avocats, notaires, comptables. C'est souvent des services qu'on doit financer nous-mêmes, mais parfois, ils font pro bono aussi. Ou si on a des gens qu'on connaît, on les invite, puis on crée un CA ou un comité de démarrage, comme on a fait. Et ça nous aide à avoir cette expertise-là et de pouvoir consulter des gens au besoin. L'aspect financier reste quand même important, surtout si on a à louer les installations qu'on veut utiliser. Ça, c'est un gros montant. On peut essayer de voir les commanditaires, mais au départ, quand notre initiative n'existe pas, on n'est pas très crédible. Alors, il faut trouver une façon d'entrer dans l'entreprise, d'entrer dans la gamique avant d'établir notre crédibilité. Ensuite, on arrive à aller chercher des commandites ou des dons. Les ressources technologiques nécessaires, les ressources matérielles, donc tout ce qui peut être nécessaire à la création du projet. Puis quand on parle de technologique, ça va probablement me prendre un site web. Qui va le faire? Est-ce que moi je vais le faire? Comment je vais le faire? Et comment je vais faire ma publicité? Je vais en parler. Les ressources matérielles, est-ce qu'on a besoin de lutrin? Est-ce que chacun doit acheter son propre lutrin et l'amener? C'est plein de questions comme ça qui arrivent et qu'on doit résoudre au fur et à mesure. Puis la stratégie de communication. Admettons qu'on a mis en place tout notre projet. Il faut déterminer donc en fonction de notre clientèle cible comment on va faire connaître le projet. Notre projet il est magique, il est merveilleux, il est super, mais personne ne le connaît, ça ne marchera pas. Alors, on doit passer le mot et pour ça, il faut choisir nos canaux de diffusion. Maintenant, pratiquement rien ne se fait sans un site web, sans l'utilisation des médias sociaux, mais en même temps, pour moi, par exemple, avec mes personnes âgées, il y a 4 ans déjà, ils étaient moins impliqués, moins engagés dans les technologies il y a 4 ans encore qu'aujourd'hui, je dirais. Est-ce que c'était la meilleure stratégie à prendre? Peut-être pas. Donc, finalement, de vraiment choisir en fonction de vos besoins. Les communiqués de presse, à qui on les envoie pour que ce soit connu et pour que ça atteigne notre public cible. Le leadership d'opinion, je dirais, ça, là, c'est probablement une des stratégies les plus efficaces. Ça consiste, dans le fond, à faire connaître les bienfaits que votre activité peut apporter à la population en général et leur dire, ben voici, cette initiative-là répond à ces besoins-là. Moi, j'ai écrit 2 articles en 2016 sur les bienfaits de la musique. Il y en a un qui est paru dans la revue Quoi de neuf, qui est une revue pour les retraités de l'éducation.
où je mettais vraiment l'emphase sur les bienfaits biologiques, psychologiques et sociaux de jouer de la musique, en leur expliquant que j'avais fondé cette harmonie-là. Ça a amené beaucoup, beaucoup d'appels. Et l'autre, c'est dans la revue Vie et pédagogie de FAMEC, où là, je m'adressais à des enseignants de musique. Et je leur disais, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous impliquer davantage, partez une harmonie, on va augmenter notre réseau, puis on va pouvoir faire des échanges, puis plein de trucs vraiment cool. Alors, c'est vraiment en fonction du public cible, mais on cherche toujours dans ces deux aspects-là. Trouver du personnel qualifié, puis aller atteindre notre population cible. Donc, le matériel de recrutement aussi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est par essai-erreur. Les premières fois, moi, ça a été surtout le bouche à oreille et une chose, une petite annonce dans la liste de McGill, où quoi faire ce mois-ci, c'était là, puis j'ai eu plein de monde qui ont appliqué parce qu'ils ont reçu ce courriel-là. Mais on avait placé des affiches, on avait fait des pamphlets, on avait fait plein de choses. C'est pas ce qui a été le plus efficace. Donc, créer un petit sondage après coup pour dire comment avez-vous entendu parler de nous, c'est super important pour être capable d'enligner votre stratégie de matériel de recrutement. Les relations publiques, parler du projet, où, quand, comment, et les différents partenariats. Surtout en musique, vous devez vous associer, vous devez parler au magasin de musique, qu'ils sachent que vous existez, que vous ayez des échanges comme ça. Nous, notre partenaire, c'est Twig, et maintenant, ils le savent. Quand quelqu'un arrive, plus âgé, n'a jamais joué, il vient dire, ben, je suis de l'harmonie Nouveaux Horizons. Parfait, venez-vous-en, on va vous montrer, je vais vous montrer faire des démonstrations d'instruments parce qu'eux ne savent pas jouer, mais ils ne sont pas vus là, comme avec dérision du tout. Là. Ils savent que c'est un programme qui existe. Donc, ces échanges-là sont quand même importants pour ensuite que ces partenariats-là vous amènent des commanditaires, puis d'autres trucs, d'autres éléments, avantages liés à cet échange-là. Et finalement, le dernier et non le moindre, les considérations légales. Ça, c'en est une grosse. Donc, on a mis en place un projet, mais maintenant, il faut s'attendre à ce qu'on ait à payer des impôts là-dessus peut-être, ou qu'il y ait quelque chose, on doit devenir légal. On ne peut pas rester et collecter des chèques et que tout soit dans le meilleur des mondes. Donc, il y a des étapes à suivre. La première, c'est de s'enregistrer au sens de la loi, donc d'aller voir le registraire des entreprises. Quand vous êtes seul, si vous créez, dans le fond, votre propre entreprise pour donner des cours privés à la maison, vous allez être considéré un travailleur autonome. Vous n'aurez pas d'impôt à payer particulièrement. Vous pourrez déduire beaucoup de vos dépenses par rapport à ça. Donc ici, vous vous enregistrez comme entreprise individuelle. De façon générale, c'est vraiment un travailleur autonome, travailleur indépendant. Ça ne coûte pas cher, c'est une trentaine de dollars par année, mais c'est fait et vous êtes dans le système. Personne morale, c'est aussi appelé la compagnie ou la société par action. C'est une autre façon de s'enregistrer au sens de la loi, d'avoir un conseil d'administration, mais à ce moment-ci, c'est des entreprises qui recherchent le profit. Une école de musique qui va engager beaucoup d'enseignants, tout ça va rechercher un profit pour continuer ses activités. La personne morale sans but lucratif, elle ne cherche pas à faire d'argent avec l'activité. Elle a vraiment une vocation ici, on l'a décrit très bien, là, qui exerce des buts, des activités sans but lucratif dans les domaines culturels, social, philanthropique, national. Donc, vous voyez beaucoup de descriptifs pour, par exemple, une association de ski, ou vous voyez le genre, donc toutes les activités où on a des gens responsables de l'entreprise, mais personne n'a de profit personnel. Ici, c'est moi, l'Harmonie Nouveaux Horizons, c'est un OSBL. Donc, le premier 6 mois a été en tant qu'entreprise individuelle, c'était à mon nom personnel. Puis, dès que j'ai été capable, on a transformé ça en personne morale sans but lucratif, ce qui nous permet d'avoir un CA. Mais s'il arrivait quelque chose à l'Harmonie faisait faillite ou quoi que ce soit, le CA ne peut pas être poursuivi. Donc, l'OSBL est une entité à part, qui est quand même importante à savoir. Là. Ça vous protège d'une certaine façon, même si vous siégez sur le CA. Par contre, vous devez faire attention à une chose. L'OSBL, l'organisme sans but lucratif, ce n'est pas la même chose qu'un organisme de bienfaisance sur le plan légal. Okay? Donc, l'organisme de bienfaisance enregistré, ce serait par exemple la SAMS, la Société pour les arts dans le milieu de santé. La SAMS ne fait pas d'argent, mais la SAMS doit collecter constamment des fonds si elle veut être en mesure de payer les musiciens pour aller faire des concerts. Et quand on gère beaucoup d'argent et on collecte beaucoup de fonds, des commandites, des dons, des trucs comme ça, on a beaucoup de choses
On a beaucoup d'éléments à remettre au gouvernement, d'informations à passer sur toutes les transactions financières. Donc, pensez-y comme il faut avant de devenir un organisme de bienfaisance, parce que vous ne devez avoir des activités, vous devez avoir des activités qui sont seulement dédiées à la bienfaisance, et non un organisme à but non lucratif comme une activité. Donc, ça, c'est des éléments à évaluer parce que ce n'est pas la même chose. En musique, on va être en général un OSBL ou une personne morale, donc une société qui va prendre du profit pour avoir géré une école, par exemple, une école de musique. Des associations, des clubs, des sociétés qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui ont, aux fins du bien-être collectif, d'amélioration locale, de loisirs, de divertissement ou toute autre activité non lucrative. Ici, des organismes de bienfaisance ont vraiment un impact dans la société par le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion, toute fin qui profite la collectivité en général. Ça incite les gens à donner. Donc, on donne, on fait... Et on peut émettre des reçus de charité, des reçus d'impôts quand on est un organisme de bienfaisance, pas quand on est un OSBL. Ça, il y a souvent une confusion entre les deux. Donc, j'ai mis des ressources supplémentaires aussi de façon... générale, mais ça m'amène à vous poser des questions. Donc, j'aimerais savoir si vous avez des questions, mais j'aimerais savoir aussi, vous, si vous avez certains projets que vous aimeriez mettre en place, si vous avez des questions reliées à ça. Donc, oui. Par rapport à ce qu'on disait, oui. La différence entre l'OSBL et l'OBE, oui. Au petit violon, je pense qu'on met les deux en même temps. Est-ce que ça se fait? C'est possible dans certains cas, mais en général, ce que je vois, moi, plus, c'est des organismes à but non lucratif qui deviennent qui font une fondation à côté, qui la fondation est l'organisme de bienfaisance. Donc, les deux sont liés ensemble. Mais être OSBL et s'inscrire comme OBE en même temps, c'est très difficile sur le plan de la loi. C'est vraiment par la fondation qu'on y arrive. Toi, t'as-tu... Oui, avec la Société de guitare de Montréal, on est un OSBL. Et on a réussi à obtenir notre numéro d'organisme de charité en plus. Mais c'est quelqu'un qui était très connaissant, ça a été pas facile à obtenir. C'est très difficile. Mais on ne verse pas de salaire à personne aussi. Peut-être que ça a fonctionné, effectivement. Puis vous avez vu les visées, hein, quand même, c'est très, très large. Un organisme de bienfaisance enregistré, c'est l'avancement de... Donc, pour une société de guitare qui contribue à la communauté en performance, ça rejoint cette visée-là tout à fait. Puis nous, ben, l'avancement de l'éducation, l'avancement, ça pourrait quand même aussi marcher avec la musique. Autre question? Ça va? Je n'ai pas regardé l'heure. Est-ce que j'ai dépassé? Ah, c'est bien. Parfait. Juste dans les temps. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions personnelles, vous viendrez me voir.